c'est vraiment compliqué la cosmogonie. Alors, moi, je prétends que toute la structure égyptienne, c'est-à-dire l'organisation de la société, d'abord la conception du monde, qu'est-ce qui existe, comment ce qui existe. Donc, si vous expliquez ça, vous rendez aussi compte de la façon dont la société est organisée chez eux. Et qui est une société pyramidale, hein? On ne va pas le cacher, qui ne serait pas, si vous voulez, du point de vue de nos aspirations sociales à l'organisation sociale, qui n'aurait pas notre préférence peut-être. Parce que c'est un système, vous savez comment nous avons horreur de, comment on va appeler ça, des privilèges, parce que les classes, parce que c'est un peu ça, fonctionnent aussi sur la base de certains nombres de privilèges qui sont attachés à ces classes-là ou à ces fonctions. Donc une société très hiérarchisée, mais où l'idée, la notion de justice et la notion d'équité est une constance dans la vie de tous les jours, et même dans l'organisation sociale. C'est-à-dire que vous n'avez pas, vous pouvez dans le monde ancien avoir des exemples de sociétés inégalitaires. Et voilà, et il y en a qui assument ça. Hein? Ils font un discours qui assume cette inégalité. En Égypte ancienne, c'est tout le contraire. Et alors, dans la thèse, j'essaie d'examiner ça. Est-ce que ce n'est qu'une idéologie? Parce que ça peut exister. Ça peut être, on a un discours qui va faire accepter les différences, faire accepter la hiérarchie sociale, faire accepter les injustices. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'il y a une réelle croyance à l'égalité des êtres humains? Parce que ce n'est pas la même chose. L'égalité des êtres humains qui peuvent occuper des fonctions différentes et le fait d'avoir la charge de ces fonctions peut amener des privilèges ou pas. Voilà. Et donc, pour se rendre compte de ça, on peut examiner les textes qui sont bien faits, etc. Mais on peut aussi examiner la vie de tous les jours. Et c'est ce que j'ai prôné dans mon analyse en disant, ceux qui sont au-dessus, mais il me semble qu'il vaut mieux aussi regarder certaines idées qui circulent à ce sujet sur l'existence d'une main-d'œuvre servile, c'est-à-dire que les pyramides auraient pu être construites par une main-d'œuvre esclave, c'est-à-dire par des esclaves. Donc, si on fait ce retour en arrière de 1000 ans, on se rend compte que il n'y a aucun élément qui atteste la présence d'esclaves sur les chantiers. C'est même le contraire. On se rend compte que des médecins étaient là pour soigner les blessés, que des cuisines étaient installées pour faire à manger, puisqu'on retrouve des ossements de bovidés, de moutons, de chèvres, etc., avec l'installation de ces cuisines collectives. Donc, ce sont des ouvriers donc, payés à la tâche, qui sont hébergés sur place et qui sont nourris pendant qu'ils effectuent leur service. Donc, vous n'avez pas d'équivalent de tout ceci, ni dans le monde ancien, et parfois même dans le monde moderne. Voilà. Je reste au XIIIe siècle avant JC, où les ouvriers se mettent en grève pour réclamer non pas de meilleures conditions de travail, mais simplement pour réclamer que la rémunération pouvait être en nature, pour réclamer le fait qu'il y ait eu un retard de livraison des vivres qui étaient promises comme rémunération du travail fait. Simplement un retard peut-être d'une semaine, peut-être d'une décade, de 10 jours. Voilà. Et c'est l'objet de la grève qui est considérée comme la toute première et qui a eu satisfaction. Donc voilà un peu, si vous voulez, ce que la bonne compréhension de la cosmogonie vous permet d'avoir comme organisation sociale. Alors, donc, cet aspect-là, même cet aspect, disons, hiérarchisé des relations,
elle vient aussi de la cosmogonie, si vous voulez. Donc, le premier, alors d'où viennent les étangs, d'où viennent les êtres, d'où viennent les animaux, les végétaux, les plantes, etc. Tous ces étangs viennent d'une même source, hein, d'une même origine, et cet élément premier-là, c'est le Noun. Les dieux eux-mêmes viennent de là. Et vous voyez que c'est l'une des premières cosmogonies qui ne fait pas de la divinité un point de départ, mais qui va expliquer l'origine de la divinité elle-même. Hein. Dans l'un des extraits qui ont été lus, vous avez entendu comme moi, c'est le Noun qui est le père des dieux. Hein. Comme c'est le Noun qui est le père des êtres humains, c'est le Noun qui est le père des hommes, des animaux, etc., etc. Ce qui signifie aussi que nous avons, nous, je veux dire, tous les existants, tous les étangs, hommes, animaux, reptiles, végétaux, minéraux, nous appartenons à une même grande famille. Une même grande famille. Donc vous avez une conception, et cette famille, donc, qui est dans le démiurge, c'est-à-dire c'est un esprit qui vient après le Noun, qui a émergé du Noun. Donc ce démiurge-là va s'occuper de l'harmonie. Donc on va établir une règle d'harmonie entre tous ces vivants qui existent. Et ne pouvant pas faire ça de lui-même, il va trouver quelqu'un, un représentant dans la société, qui va se charger de jouer ce rôle du démiurge. Et ce personnage-là, c'est Pharaon. Ce qui explique pourquoi il est au sommet de la pyramide. Mais ce n'est pas un être humain comme nous, ici. C'est presque, c'est quelqu'un qui est presque un intermédiaire entre le démiurge et les êtres humains. Mais les Égyptiens savent très bien. D'ailleurs, ils font beaucoup attention à qui est la mère de Pharaon. Et c'est grâce à la maman qu'on est Pharaon ou qu'on ne l'est pas. Donc, ils ne sont pas dupes, ils savent très bien que c'est un mètre de chair et de sang. Mais voilà, c'est plutôt ça la conception, si vous voulez, l'idéologie de ça. C'est-à-dire, et c'est la même que nous avons encore aujourd'hui, qui est passée par la royauté en Europe, et les personnes, les auteurs, notamment Kantorowicz, si vous êtes intéressé par cet aspect-là, lisez ce que Kantorowicz explique sur ce qu'il appelle les deux corps du roi. Tout roi, il y a une sorte de dualité en lui, c'est-à-dire il y a le personnage physique qui est fait de chair et d'os et de sang, etc. Et il y a la dignité royale, voyez-vous, qui ne meurt jamais. C'est pour ça que quand on dit le roi est mort, vive le roi, c'est-à-dire la royauté ne meurt pas. Hein? C'est la chair qui meurt. Une fois que la chair meurt, et la dignité royale, au moment où vous expirez, elle sort pour se placer dans le successeur. Alors, ceux qui sont ici, qui connaissent un peu les textes, il y a une phrase comme ça dans Sinoué, dans le récit de Sinoué. Qu'est-ce qui se passe dans le récit de Sinoué? Sinoué, c'est on va dire, un officier de haut rang, en tout cas quelqu'un d'important, qui est à la cour du prince héritier, donc qui est co-régent, qui s'appelle Sésostris, et son père s'appelle Amenémate. Donc, et Sinoué s'occupe de la femme, enfin s'occupe, il est on va dire, le majordome, si vous voulez, de la femme de Sésostris, donc du prince qui va prendre la relève en cas de disparition de son père. Et le prince va mener une campagne à l'ouest du delta, c'est-à-dire dans le pays qui correspond peut-être à la Libye aujourd'hui. Donc ils vont faire une campagne avec Sinoué qui est son bras droit. Et pendant qu'ils sont à l'extérieur donc de Kemet, des messagers sont envoyés parce qu'il s'est passé quelque chose au palais et on ne sait pas très bien. Enfin, les égyptologues, on ne sait pas très bien. En tout cas, le roi est mort, sa mort n'était pas prévue, c'est une mort violente. C'est un assassinat, c'est un complot, on ne sait pas.
Quelqu'un, peut-être, alors, il y en a qui disent que c'est un complot fait par le harem, c'est-à-dire que ce sont les femmes qui ont organisé le coup. Bon, moi, le texte ne dit pas, on ne sait pas. On sait juste qu'il est mort. Les égyptologues disent que ce sont ces femmes qui ont fait le coup. Donc, celle qui a fait le coup, c'est pour placer son enfant. Et son enfant, on ne sait pas lequel. Il y a plusieurs princes qui peuvent prétendre au pouvoir. Et parmi eux, il y a Sésostris avec Sinoué à côté de lui. Quand les messagers arrivent, le message est délivré à Sésostris. Ses autres frères, les messagers sont envoyés pour les autres frères qui doivent être aussi les généraux de l'armée. Sinoué est à côté de Sésostris, il entend le message. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé au palais. Et lui, il prend peur. Alors le texte dit, il prend peur, il est tout tremblant. Au lieu d'aller vers Kémet, il va de l'autre côté. Il va dans le Retenou, il va à l'est. Hein? Tout tremblant, il s'enfuit parce qu'il pense qu'il va y avoir un bain de sang à la maison, enfin au palais, donc il part. Et le texte nous dit, quand Sésostris a eu la nouvelle, sans prévenir le reste de son armée, et le texte dit, le faucon, il s'envola vers le palais. Hein, le faucon, il s'envola vers le palais. Alors, qu'est-ce que ça signifie ça? Alors, dans l'histoire, quand on dit le faucon, c'est-à-dire Horus, c'est comment on appelle ça, le successeur légitime. C'est-à-dire, le texte le désigne comme Bik, enfin le mot égyptien c'est Bik, Aki-F, le faucon, il s'envola. Ben, on sait que c'est lui qui va succéder. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la dignité royale de son père assassiné, en tout cas mort, est directement comme s'il était venu s'incarner en lui, et à ce moment-là, il devient le faucon, c'est Horus. Donc il s'envole littéralement pour être le premier arrivé. Non pas parce qu'il est le premier arrivé, mais parce que la dignité royale s'est investie en lui. Voilà. Donc ça, alors, l'historien Kantorowicz, il explique ça dans les deux corps du roi. Donc vous voyez, avant la mort de son père, il n'a que le corps physique, comme nous tous. Parce que son père est mort, la dignité royale a quitté le corps d'Amenemhat et est venue s'incarner à lui. C'est ça les deux corps. Donc, cet historien, donc, il est allemand, et puis bon, en fait, il a fui dans les années 30, c'est un juif, il a fui dans les années 30 pour aller aux États-Unis, donc il a écrit son livre en anglais. The King's Two Bodies, les deux corps du roi. C'est très élaboré, on n'a rien à dire sur cette dualité du corps du roi, sauf que lui, il dit que la dualité royale, en fait, imite les deux natures du Christ. Dieu et homme. Donc il dit, en latin, il dit c'est un Christo-mimétès. Hein, le roi est un Christo-mimétès, c'est-à-dire quelqu'un qui imite le Christ. Bon. Il lui manquait juste un aspect de l'information pour voir que le Christ lui-même. Voilà. Donc, et aussi bien dans la façon dont sa mère l'a conçu, que la façon dont il est né. Si vous remontez un peu à l'Ancien Empire, justement, ça se trouve ici. Hein? Mais pour les Égyptiens, c'est une banalité, ça. Hein? La toute première fois, parce que ça, c'est l'aspect, c'est ce qui appartient au roi, en fait. C'est de là que vient la dignité royale. C'est-à-dire, comment se fait-il que, alors qu'on connaît ta mère, tu dis que tu es le fils de Ré? Alors, en fait, c'est telle femme qui t'a donné la vie. Mais comment dire? Alors, c'est expliqué ici. Donc, c'est à la 5e dynastie que les premiers, ils sont 3 à jouer le coup là. 3 d'un coup. On dit, bon, voilà, leur maman, on connaît, on sait comment elle s'appelle. On connaît aussi leur papa, il s'appelle Raousser, c'est-à-dire Ré et puissant. Mais ce n'est pas lui, le père biologique des 3 enfants là. Hein, c'est le Dieu Ré lui-même qui a fécondé la maman directement. Et puis la scène de l'accouchement est racontée vraiment avec... bon, c'est très beau, c'est très joli. Et après, vous allez avoir une succession de pharaons. Hein, les Toutmosis vont faire ça, Ramsès II,
Hatshepsut va mettre ça en scène. Hein? Et c'est après Hatshepsut, donc c'est dans les années moins 1500, c'est après ça que 1500 ans après qu'on voit ça chez la Vierge Marie, au moment de Jésus. Voyez-vous? Donc, mais tout ça, ce sont des histoires africaines. Ce sont des histoires négro-africaines. Hein, si ce n'était pas tellement beau, ils auraient dit des histoires de nègres. Mais non, on s'en fout. Ce sont que des mots. Voilà. Donc, c'était ça. Moi, c'était là-dessus que j'attendais un peu d'être contredit ou d'être amené à nuancer. Or, là-dessus, je n'ai eu, donc, sur l'aspect systématique ou systémique, donc la dernière partie du système, c'est ce qui va se passer après la vie, ici. Puisque je vous ai parlé du principe d'équilibre dans la nature, parmi les êtres de la nature, et vous voyez que là, si je reviens un peu en arrière, le rapport des Africains à la nature, bon, nous on vient d'un milieu un peu de la paysannerie, donc je connais comment les gens font quand ils vont pour faire un nouveau champ et tout, même encore aujourd'hui. Hein? Parce que les arbres, la terre, tout ça est vivant. Vous ne pouvez pas aller comme ça, labourer ou détruire sans s'excuser ou sans faire quelque chose. Donc ça se fait encore. Pourquoi? Parce qu'on considère que dans beaucoup de clans, tel arbre fait partie du clan, tel animal fait partie du clan, donc vous n'avez pas le droit de le tuer, vous n'avez pas le droit d'en manger. Les enfants demandent, mais comment ça? Mais oui, mais c'est comme nous, il est comme nous. On dit, mais c'est peut-être même notre ancêtre. Voilà, c'est ça le totémisme africain, que vous pouvez relier directement à l'Égypte ancienne. Et si on veut aller plus dans des considérations beaucoup plus élaborées, qui prennent en compte l'équilibre de la société ou du monde, vous voyez bien que ce sont les questions qui sont soulevées par l'écologie actuelle. Et encore une fois, l'Afrique est à la traîne. C'est comme les autres qui viennent nous dire, mais enfin, d'où savent-ils ça? Hein? L'Afrique est à la traîne alors qu'elle aurait une voix puissante sur ces affaires-là. Hein? Pour dire aux autres, voilà, ce que vous avez fait, c'est pas bien. Voilà, nos ancêtres disent qu'il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc vous n'avez pas de leçons à nous donner. Mais ce sont eux qui nous donnent les leçons. Ils disent, vous ne pouvez pas faire l'industrialisation parce que... Non, enfin. Et comment on fait pour développer une société si on n'a pas... Bon, bref, je ferme cette parenthèse. Et la mort et après. Donc ça, c'est une question très angoissante et c'est une question importante que les Égyptiens ont, je crois, de tous les peuples de l'Antiquité, on dit, même tout le monde nous dit, ils ont domestiqué la mort. Alors comment? Par l'expérience, si vous voulez, tout ce que vous voulez, mais aussi dans la réflexion, c'est-à-dire dans l'élaboration, dans la façon dont on réfléchit à cette chose-là. Hein? Vous avez le beau texte de dialogue d'un homme avec son bas, ou les textes de la pesée des cœurs, ce que les autres appellent la pesée des âmes, c'est-à-dire la confession négative et la confession positive, et toute la réflexion sur la mort, qui est perçue comme un passage, qui est perçue comme quelque chose même de désirable, parce qu'elle ouvre à une vie qui ne finit pas. Voilà la réflexion. Et comment se fait-il que cette vie ne finisse pas? C'est que, même mort, il y a quelque chose dans l'individu qui ne va pas mourir. Et cette chose-là, bon, vous l'appelez comme vous voulez, hein, c'est le cas, c'est l'âme, c'est quoi? Bon, voilà, c'est l'esprit. Et ce principe-là nous vient du démiurge. Donc c'est un aspect du démiurge. Et c'est ce qui fait que l'être humain ne peut pas être considéré
comme un animal, comme un autre. Voyez-vous? Et donc, cette chose, ou ce principe qui ne meurt pas, comment va-t-il accéder au monde d'après? Il va y avoir un questionnement à son sujet, donc où il va avoir à se justifier, à s'expliquer sur ce qu'il a fait ici et sur l'ensemble de ses œuvres dans le monde des hommes. Et c'est ça qui va donner lieu à la scène du jugement, à la pesée des cœurs. Alors, comment ça se passe? On arrive devant la salle du jugement, devant la balance est établie, et cette balance, c'est encore une fois, c'est ce que vous voyez comme étant le principe de la justice, ou l'élément principal de la justice, y compris de la justice des hommes, mais c'est de la justice divine qu'il s'agit. Alors, vous avez le symbole de la justice, vérité, donc la marque, d'un côté, et de l'autre, le cœur de chacun, le cœur qui est censé être le réceptacle des bonnes actions comme des mauvaises actions, donc qui enregistre tout. Alors ici, il y a une possibilité de débat. Est-ce que les bonnes actions et les mauvaises doivent s'équilibrer pour que nous espérions entrer dans le monde de l'au-delà, ou les champs d'Yalou ou paradis ou autre? Ou est-ce que, ça c'est plutôt mon hypothèse, l'exigence est que c'est ce qui est bon, les bonnes actions nous rendent notre cœur léger. Et les Égyptiens, donc c'est un symbole, ils vont créer la balance, les poids, etc. Et ce qui a de plus léger pour eux, c'est la plume de marbre. Et ce sont nos bonnes actions. C'est contrairement à ce qui se passe dans l'islam ou dans le christianisme, nos bonnes actions ne contribuent pas à nous rendre pesants, parce que dans le christianisme, il faut être lourd, c'est-à-dire j'ai fait du bien et ça m'a rendu lourd. Non, chez les Égyptiens, c'est l'inverse. J'ai fait du bien, donc je suis léger. C'est le mal qui alourdit. Donc, mon hypothèse, c'est qu'il n'y a pas, enfin, ça peut se discuter, mais c'est un détail. Donc, bon, voilà. C'est que ce n'est pas que vous passez la moitié de votre vie à faire les 100 coups, et après l'autre moitié, vous essayez d'arranger, comme on dit. Alors, j'ai essayé d'arranger pour que quand même l'équilibre vous sauve, quoi. Moi, je pense que c'est pas comme ça. Ouais, je pense que c'est plus exigeant, et alors, c'est-à-dire, c'est le bien, on veut le bien. C'est-à-dire, on ne te demande même pas de t'abstenir de faire le mal. C'est ça le sens de la confession négative. Je n'ai pas triché, je n'ai pas enlevé le lait de la bouche des petits-enfants. Ok? Mais tu as fait quoi concrètement? Tu as fait quoi concrètement? Voilà. Si tu n'as pas fait les confessions négatives, tu es quitte, mais j'ai donné l'eau à celui qui avait soif. Pas à ton enfant, pas à quelqu'un de ta famille, mais ça ne compte même pas. Vous voyez l'exigence, quelqu'un que tu connais, ça ne compte pas. C'est celui qui est en difficulté dans la rue que tu ne connais pas. Voilà, là c'est le bien. C'est ça, c'est écrit. Et vous regardez, je n'ai pas la référence en tête, je pourrais la donner. Jésus, alors, il dit aux gens qui sont avec lui, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Je crois que c'est dans Matthieu. Il dit, mais quand est-ce que on ne te connaît même pas? Quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et t'avons donné à manger? Quand est-ce que... C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris. Et Jésus leur a fait une explication de texte sur Matthieu. Il dit, mais chaque fois que vous avez donné au plus petit d'entre les vôtres, d'entre nous, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous voyez? Donc là-dessus, il a été génial. C'est ça qui nous fait entrer dans le monde de l'au-delà comme juste. Comme juste. Donc, c'est pas, on s'est abstenu de faire le mal, très bien, mais on a fait le bien à celui qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc ça, c'est la troisième partie, et c'est ça qui fait le fameux tout, le fameux système du monde. Et ma deuxième affirmation forte, c'est que ce système est africain. Mais je n'ai eu personne pour
contester ni le point 1 ni le point 2. Bon, celui qui a dit que alors la civilisation africaine, la culture africaine, l'Égypte s'est documentée. C'est un spécialiste. Je crois qu'en Europe, il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que lui. Hein, ce gars-là, il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que lui. Mais il dit les cultures africaines ne sont pas assez documentées. Mais il a oublié que moi, je suis un Africain, je suis né en Afrique, j'ai grandi là-bas en brousse, donc quand même. J'ai parlé avec les vieux. Bon, donc je connais quand même un peu. Hein, un peu. Voilà. Donc, je continue. On ne va pas attendre de faire un inventaire. Je dis, l'ethnologie a déjà fait. Et puis c'est vaste. Ça prend plusieurs vies. Hein? Donc, on doit faire, et c'est en faisant qu'on voit ou non les convergences ou les divergences. En faisant. Voilà. À partir du moment où quelque chose est sauvegardé, on peut prendre par un bout et puis peut-être arriver à... Voilà. Ensuite, les deux civilisations sont trop éloignées dans l'espace et dans le temps. Ah, mais moi j'ai dit, mais c'est ça c'est intéressant pour moi. Parce que si c'était sur la même période, on peut dire c'est de la contamination. Et si c'était le même espace, on peut dire, mais voilà, les gens échangent, il y a les emprunts, c'est normal, ou même les vols. Bon, ça fait moins normal, mais ça existe en égyptologie. Donc, si c'est tellement loin géographiquement et loin dans le temps, alors c'est intéressant. Alors c'est intéressant parce que si ça existe encore, mais des gens, bon, on a des histoires, même des contes, des choses qui sont simplement orales, qui ont été écrites après, qui viennent du sud du continent, et qui, vous les lisez, mais vous dites que ce sont des contes égyptiens. Ce sont des contes égyptiens dont les personnes les locuteurs de ces langues n'ont même aucune idée. Alors, à ce moment-là, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose comme une unité culturelle, un fond culturel commun. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Voilà. Donc, sur plusieurs choses, aussi bien les mythes, la cosmogonie, la culture matérielle, c'est-à-dire les objets fabriqués, la représentation d'un certain nombre de faits de la vie, etc. etc. C'est-à-dire que ce n'est pas tiré d'un seul domaine, c'est-à-dire le champ qui est couvert est tellement vaste, donc il y a une sorte de faisceau qui fait que ça ne peut pas relever du hasard, de la contamination ou de l'emprunt, ça relève de la même matrice culturelle. Et c'est ça que alors, et c'est là, ce que j'ai perçu, bon, après aussi, dans un travail de thèse, il y a quelqu'un qui doit faire le méchant. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'il a fait, ou si c'est une position aussi, mais ce n'est pas grave. Ça nous montre juste là où nous devons concentrer nos efforts. Voilà, c'est ça. C'est pas à la limite de savoir lire, expertiser les textes égyptiens et tout. C'est important. C'est important parce qu'on ne doit pas dépendre de la compréhension des autres. Elle peut être meilleure que la nôtre, mais ce que tu as fait toi-même, si elle est imparfaite, demain tu vas corriger l'erreur. Et tu seras, voilà, tu vas corriger. C'est ça. Voilà. Et ça nous donne une perspective qui est plus autonome, et une liberté intellectuelle, une liberté de penser, et une liberté de regarder la production de nos ancêtres avec notre œil critique. Voilà. On ne veut pas dire qu'on applaudit, mais c'est eux, ou c'est nous. Voilà. C'est bien, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Nous comprenons ce qu'ils ont voulu faire. Nous allons pouvoir prendre tel élément pour nos préoccupations d'aujourd'hui ou de demain, et nous allons pouvoir discuter. C'est ça la discussion, c'est ça, élaborer sur tel aspect de la civilisation que nous approuvons ou que nous désapprouvons. Hein, c'est tout
société doit pouvoir se remettre en cause à partir de sa propre appréhension du réel ou de la réalité. Voilà ce que je crois devoir vous dire sur un peu ce livre et ce qui m'a amené à m'engager dans ce travail dont je n'avais pas conscience de l'ampleur avant de le faire et que je me refusais à faire finalement sous forme de thèse jusqu'à ce que Cheng Baké me torde un peu le bras en me disant il faut quand même le faire parce que tu vas pouvoir encadrer. Et quand j'ai fini, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Parce que je pense que si on veut parler du sort, je parle du présent de notre continent, de nos sociétés, et surtout de leur avenir, il faut que nous soyons, que nous maîtrisions au fond, jusqu'au bout, l'histoire de ces sociétés. Voilà. Une seule personne ne peut pas avoir tout ça, mais il faut que parmi nous, il y ait des gens qui connaissent à fond les différentes étapes du monde africain pour qu'ensemble, nous puissions faire entendre une autre voix de l'Afrique, parce qu'elle ne mérite pas la position dans laquelle elle est aujourd'hui. Et si nous voulons sortir la tête haute et sortir de l'ornière dans laquelle nous nous trouvons, dans laquelle se trouve notre continent, nous devons aller au front. Et aller au front, moi c'est le front de l'esprit en premier. Comme disait Nkrumah, je disais d'abord chercher le royaume politique et tout le reste suivra. Bon, dans le contexte, il disait il avait raison. Mais je crois que s'il était revenu aujourd'hui, il dirait chercher le royaume de l'esprit. Le royaume de l'esprit, c'est-à-dire ça, la liberté intellectuelle, et tout le reste suivra. Voilà, je voudrais conclure sur ces mots. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va passer la parole à la salle, comme ça que chacun puisse soit poser des questions, partager une expérience ou faire un lien avec ce qui a été dit. Donc avant de le faire, j'aimerais vous présenter ces deux ouvrages. Donc, le Bourika Sona en a parlé, Le roi Khufu et ses magiciens, c'est un recueil de contes. Il y a 5 contes dedans. Des contes fantastiques. Donc, le roi Khufu, il s'ennuie et puis il appelle ses enfants pour qu'ils puissent le divertir. Donc, chaque enfant va venir raconter une histoire de magicien. Il y a celui qui est capable de couper une tête et recoller. Donc, magicien Djedje. Et un autre qui est capable de transformer un crocodile en scie en un vrai crocodile. Donc, ce sont des histoires fantastiques comme ça qu'on retrouve dans ce recueil de contes. On est ici à 2000 ans avant Jésus-Christ à peu près. Donc, je reprends le conte Kumba l'orpheline. C'est un conte qui est raconté aux enfants aujourd'hui au Sénégal. Donc, pratiquement tout le monde connaît. Quand on dit Kumba l'orpheline, toutes les Kumba sortent et te disent mais pourquoi vous utilisez toujours mon nom pour faire des contes? Donc, il y a Kumba l'orpheline et Kumba la prunelle. Donc, dans ce recueil, on retrouve aussi les mêmes schémas narratifs. Les histoires fantastiques sont construites de la même manière. Il y a une personne qui est capable de transformer un œuf en un bataillon de chevaliers. Donc, il y a la mère des animaux, donc je l'ai appelée Sekhmet, la mère des animaux. J'ai fait un clin d'œil à l'Égypte ancienne, qui, elle, est capable de faire en sorte que un grain de mil devient une marmite de mil. Donc, dans ces histoires fantastiques, on les retrouve. Bon, c'est bien éloigné, 2000 ans avant Jésus-Christ, et puis nous sommes à 2000 ans, donc on est à 4000 ans d'écart.
Le Nil, c'est de l'autre côté, et le fleuve Niger, c'est à l'extrême ouest. Pardon. Donc, ce que je voulais montrer, c'est que même si c'est loin, il y a des choses qui ont voyagé jusqu'à arriver à nous aujourd'hui. Donc, à travers ces deux contes, ces deux recueils, on peut vraiment le voir. Hein. On peut le voir. Donc, je vous laisse la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question, qui veut partager une expérience? Je sais que Ibrahim a eu l'occasion de faire un petit mot sur le conte. Peut-être que ça peut être intéressant de... Il y avait une question? Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, le poète Kassomé. Merci de tout ce que tu viens de nous dire, de nous faire passer comme connaissance et comme interrogation, réflexion à suivre. Et il y a un fait que je voulais, sur lequel je voudrais que tu m'affranchisses. Celui qui a écrit King Two Bodies là, et qui dit que ça ressemble au truc du Christ, je ne sais pas, ça me paraît invraisemblable puisqu'il sait que le Christ est venu bien après. Comment fait-il pour faire une similitude anachronique en quelque sorte? Voilà, je ne sais pas si tu me comprends, mais je trouve ça assez étrange que quelque chose qui s'est passé avant, on puisse dire que la chose nouvelle est à l'origine de la chose la plus ancienne. Ah, mais c'est toi, ton temps historique remonte au-delà du Christ, c'est ça? Oui. Bah, c'est pas comme ça qu'il faut... Monsieur Kantorowicz, je crois que c'est pas comme ça pour lui. Oui. Monsieur Kantorowicz, c'est pas comme ça. Et chez beaucoup de... malheureusement, chez beaucoup de... C'est un grand penseur, moi je l'aime beaucoup. Et il a une finesse, mais son horizon culturel s'arrête malheureusement au christianisme, quoi. Et ça, c'est un savant. Il a vécu, il est parti d'Allemagne dans les années 30. Dans les années 30, Freud a fait son Moïse et le monothéisme, ce qu'on appelle Moïse. Donc, il ne pouvait pas ignorer ça. Et les Allemands avaient fait quand même un grand travail sur l'Égypte ancienne. Donc, si vous voulez, les aspects les plus importants circulaient déjà. Donc, ils ne pouvaient pas ne pas avoir déjà entendu parler des pharaons, de la figure de Pharaon, et savoir que, en fait, la figure du Christ est une réplique de ça, de la figure de Pharaon, qui dit, on connaît sa mère, c'est ce que j'ai dit, mais comment se fait-il que tu es le fils de Ré? C'est ça. Mais je ne sais pas pourquoi il n'est pas sorti, il n'est pas allé... S'il était allé à ce niveau-là, son ouvrage aurait été parfait. Vraiment parfait. Mais, mon propre point de vue, c'est que c'est l'effet d'une sorte d'ethnocentrisme. C'est ça, c'est malheureux, mais c'est ça, y compris chez ces grands esprits-là. Mais quelle importance ça a si ça ne vient pas de l'Europe? Hein? Ça n'a pas d'importance. Pourvu que ça marche, non? Je ne sais pas. Hein, peu importe que le chat soit gris ou noir ou quoi, mais tu attrapes des souris, c'est bon. Donc je pense aussi que les difficultés que nous avons d'affirmer la présence de l'Afrique sur le terrain de la civilisation, c'est ça. Les Égyptiens, donc c'est l'Orient. Mais c'est quoi l'Orient? C'est un point cardinal.
Nous, on parle d'un continent. Est-ce que c'est l'Afrique? C'est-à-dire, géographiquement, est-ce que c'est l'Afrique ou pas? Il y en a qui me disent, mais est-ce que l'Égypte fait la Coupe d'Afrique des Nations? J'ai dit oui, mais où est le rapport? Est-ce que la Palestine fait la Coupe d'Afrique des Nations? C'est pas comme ça? C'est la géographie. C'est la géographie. Donc, mais on est aussi dans la culture. C'est-à-dire que ce qui s'entend sous le terme Afrique, c'est l'antinomie de la culture. C'est ce qui amène à ces impasses. Et je pense que et pourquoi le nom de Cheikh Anta Diop a du mal à passer dans les milieux, dans beaucoup de milieux cultivés. Ce n'est que ça, c'est-à-dire de dire, vous avez fabriqué une histoire qui a peut-être servi, mais qui doit s'arrêter là. Parce que les temps ont quand même changé. On peut reprendre l'évolution de l'être humain, l'évolution des sociétés, sur des bases qui sont apaisées. Nous, on leur demande même rien. Parce qu'un jour, on fera quand même les comptes. Moi personnellement, ils ne pourront même pas payer. Mais un jour, je pense que les comptes seront demandés. Nous, on ne sera peut-être plus là. Mais on ne peut pas continuer à faire certaines choses. Et les gens vont rester sans rien dire. Ça, c'est impossible. Déjà, je le vois par rapport à mes propres enfants. Ils sont nés ici, vous n'avez aucun problème. Mais il y a beaucoup de choses qui les énervent. Prends un exemple, il y a un film, God and Kings, le dernier, Exodus, God and Kings, le dernier grand de Hollywood sur l'Égypte ancienne. Donc, j'ai un enfant, il porte le nom d'un roi d'Égypte, j'ai dit, mais dans le film-là, il est représenté. Il me demande, mais il est représenté en blanc ou en noir? Je dis, où est ton problème? C'est un film. Il me dit, réponds à la question. Réponds à la question. Alors, ce personnage-là est le père de Ramsès II. Je détourne, j'ai dit, bon, Ramsès II est représenté en blanc, donc ils ont été obligés de faire son père en blanc. Il dit, dans ce cas, je ne viens pas voir le film. Bon. Donc, vous voyez, c'est pas. Ça ne tient même. Et puis ce film a eu beaucoup de critiques parmi eux, en leur disant, mais quand même, vous exagérez. De mettre que chaque fois qu'il y a un noir, c'est un voleur. Je dis quand même, arrêtez. Vous ne pouvez plus faire comme ça aujourd'hui. Le film est tout récent, il n'a pas 5 ans. Hein. Bon, voilà. Donc il y a un vrai souci. Avec l'Afrique. Ou avec la femme ou l'emploi, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est que en tant qu'Africain, moi je sais ce que je dois faire, c'est quand même comprendre l'histoire, comprendre aussi loin qu'elle soit belle ou pas belle d'ailleurs. Je vais avoir ma propre intelligence de ces affaires-là, en suivant ceux qui ont tracé le chemin chez Anta Diop, Obenga et d'autres. Même si ce sont des noms qui ne passent pas dans tous les milieux, ce n'est pas grave. Et à un certain niveau, il n'y a pas, disons, de discussion, de débat sur la portée intellectuelle de leurs œuvres. Sinon, moi je pense que j'aurais été victime de toutes les bonnes choses. C'est pour ça que je vous ai lu un peu les seuls points critiques. Et vous voyez bien que ça passe à côté. Bon, d'une façon qui était confortable pour moi parce que je pouvais répondre. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ton interrogation. Maintenant, je pense que c'est à nous de faire ce travail dans la façon dont nous examinons. Par exemple, si je fais un article sur même l'incarnation du pouvoir, je parle dans une république.
on sait très bien qu'il y a quelque chose qui reste de ça. Et puis le président de la République, regardez un peu ce qui s'est passé ici il y a quelques années où un président dit mais comment il roule en scooter? Non, mais c'est pas possible. Le corps du président est quand même considéré comme sacré. Donc c'est l'autre aspect. Donc on ne peut pas le laisser faire n'importe quoi. Voilà. Et donc, et ça vient d'où? Eh bien, ça vient. Regardez un peu comment sont considérés nos rois. C'est pour ça que j'ai fait la comparaison avec le Moro-Nava. Certains ici étaient avec nous quand on a été lui rendre visite. Et vous voyez bien l'analogie. C'est pas nous qui forçons le trait, c'est là. Y compris dans sa façon de recevoir les gens. Voilà, vous voyez bien. Voilà. C'est une question que j'avais déjà posée. Votre ouvrage commence en fait, s'ouvre par des mythes. D'abord par les mythes égyptiens qui évoluent jusqu'à l'au-delà. Or, l'un des critères en fait, de la modernité, que ce soit en sciences ou en philosophie, c'est la séparation du mythe et du concept. Et qu'en est-il en fait de votre point de vue? Est-ce qu'à partir du mythe, c'est possible d'envisager une pensée philosophique et religieuse en fait, si on va chez Platon par exemple, Platon a il y a plusieurs mythes, hein. Mais je prends le mythe de l'anneau de Gizès. Alors, c'est un berger, je raconte un peu l'histoire, hein, un berger un roi de Lydie, qui a trouvé une bague après une tornade, après une pluie. Donc il prend la bague, elle est belle, il essaie de la mettre à son doigt, il arrive à mettre à un doigt. Et pendant qu'il est avec ses camarades, il joue avec sa bague, et il se rend compte qu'il y a des moments où il entend ses camarades parler de lui comme s'il n'était pas là. Hein? C'est-à-dire, on est tous là ici, et après quelqu'un se met à taper sur Ibrahim, mais comme si Ibrahim était parti. Et donc, le bonhomme, il ne comprend pas. Alors, il joue de nouveau avec sa balle. Et puis, à un moment donné, les autres arrêtent de parler de lui. C'est-à-dire, il se rend compte, en fait, qu'à un moment donné, quand il met le chat de sa bague vers l'intérieur, il devient invisible. Les autres pensent qu'il disparaît, quoi. Et quand il le refait venir à l'extérieur, il est là, et donc voilà. Donc Platon parle, c'est quand même, il parle de cette histoire, de ce mythe, un mythe, et il se dit, alors si vous avez, alors je pose la question ici à tout le monde, quelqu'un a une bague aujourd'hui, là où nous parlons, qui peut lui donner ce pouvoir d'être à l'Élysée sans être vu, ou à l'intérieur des coffres de la Banque de France et tout, sans être vu. Où il veut en venir? Est-ce que cette personne peut être vertueuse, peut être encore vertueuse? Et donc, c'est une leçon sur la vertu. J'ai la possibilité de faire ce que je veux sans être vu, même par le bon Dieu. Est-ce que je donne encore l'eau à celui qui a soif? Ou est-ce que je n'en prends que pour moi? Voilà. Donc c'est un mythe qui m'amène à poser la question de la vertu, de la justice, tout, avec un arrière-plan. Mais c'est quand même, c'est pas tout à fait égyptien ce qu'il dit. Parce que même si on ne te voit pas chez les Égyptiens, c'est ça, on ne te voit pas sur le fait. Tu fais tes 100 coups, mais au dernier jour, ton cœur a tout enregistré. Tu es allé à la Banque de France, personne ne t'a vu, tu t'es servi, etc. Tu es allé à l'Élysée, tu as pris tout le bon vin là-bas, tu es parti. Mais tout ça, c'est là. Tu ne peux pas, au dernier jour, tu seras obligé de confesser en plus. Tu dis, effectivement, j'ai fait ça, je n'aurais pas dû. Mais chez Platon, l'exemple, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que quand je ne suis pas vu, est-ce que je peux encore être vertueux, ou est-ce que la vertu, c'est juste pour plaire à ceux qui me voient? Vous voyez bien que voilà. Ça, c'est un mythe.
mais pour poser un problème philosophique qui est encore en débat là, qui est encore d'actualité. Mais je trouve que la façon dont son mythe est utilisé, ça ne va pas aussi loin que chez les Égyptiens. Voilà. Donc, pourquoi, je réponds à l'autre aspect de la question, pourquoi commencer par les mythes? Parce que c'est la première forme, selon moi, d'élaboration le noun et tout ça. C'est une explication, on peut dire, c'est une philosophie ou des idées religieuses, mais il y a quelque chose de la mythologie là-dedans aussi. Et c'est une façon d'expliquer le monde, c'est un discours sur le monde. Donc, ça n'est pas, selon moi, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de contradiction entre le mythe et le logos et la rationalité. C'est-à-dire, vous pouvez tirer le concept à partir de la mythologie. Et ça, vous le voyez, on le voit chez Platon, qui condamne un certain type de mythe, mais pas le mythe en général. C'est bien ça, on est d'accord. Et chez les Égyptiens, presque toutes les grandes notions ont leur part de mythologie. C'est-à-dire, c'est comme, si vous voulez, si je vais ramener ça sur un point de vue un peu plus trivial, souvent, vous allez voir des gens dans les villages, ou les vieux, les sages, vous leur posez un problème très concret qui vous empêche de dormir, et vous voyez, ils sont là, peut-être ils vous parlent des choses, vous me dites, mais ça n'a pas de rapport avec c'est pourquoi vous êtes venu, mais c'est que vous ne savez pas écouter. Ils vont vous raconter une histoire à côté, pour ensuite, si je me trompe, Gaston qui me corrige, je pense que c'est ça la démarche. Aussi bien par rapport à la mythologie dans Platon ou chez les Égyptiens. Et c'est une façon d'amener les choses de façon pédagogique. C'est une façon de faire de la pédagogie, pour résumer. Donc, merci beaucoup Yopo, merci Ibrahim pour la question. Donc on se prolonge petit à petit vers la signature s'il y en a. Donc on va néanmoins prendre une dernière question. Merci. Bonsoir, docteur Luporeka Sommet. Merci pour votre présentation et merci pour vos travaux. La question que j'ai à vous poser, elle est assez simple. Je pense qu'il y a effectivement entre l'égyptologie occidentale et l'égyptologie africaine, il y a un certain nombre de sujets qui sont a priori un peu touchy, on va dire. Il est une civilisation qui, pour le coup, ne prête pas à confusion, c'est la civilisation nubienne, qui, pour le coup, elle est bien ancrée en Afrique et dans le continent, et pour lequel il y a aujourd'hui un certain nombre de recherches qui ont été faites, notamment sur la civilisation de Méroé, de Napata, et voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, et qui avaient, pour le coup, été contemporaines de l'Égypte antique, et qui ont à peu près les mêmes traditions, les mêmes coutumes, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de votre université, puisque j'entends qu'aujourd'hui il y a des études qui sont menées, et vous en faites partie, sur l'Égypte ancienne, est-ce qu'il y en a aussi sur la Nubie? Et pour le coup, a priori, c'est une civilisation qui, elle, ne prête pas à confusion dans les esprits quant à ses origines ethniques, je voudrais dire. Ok, merci. Alors, disons qu'il y a des écoles d'égyptologie, l'école européenne, et même là-dedans, il y a des différences quand même entre ce que font les Anglais, les Allemands et les Français, c'est pas tout à fait pareil. Et puis, on essaye de mettre en place une école africaine d'égyptologie, avec beaucoup de mal quand même. Selon moi, mais c'est un jugement personnel, tous les problèmes viennent de là, du fait que l'Afrique ne s'assume pas. N'assume pas sa partie de l'histoire. C'est ça. C'est très compliqué, parce que regardez toutes les écoles, même l'école allemande, peut-être à l'exception de l'école allemande et de l'école française,
Et encore, l'école française, ce sont des initiatives de chercheurs qui ont amené à créer des écoles, qui ont été soutenues par des États après. Vous voyez les Tchécoslovaquie, les Tcherny et autres, voilà, c'est ça. En Afrique, c'est compliqué. Et on ne sait pas pourquoi. Regardez Cheikh Anta Diop. Bon, l'université porte son nom, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. On peut donner tous les noms qu'on veut à une université, on peut appeler ça Saint-Or, c'est pas ça le plus important, c'est ce qu'on y enseigne qui compte. Voilà, je pense que c'est ça, c'est à cause de cette faiblesse qu'on discute de savoir si l'Égypte est en Afrique ou pas. Et par contre, on ne discute pas de la Nubie, mais c'est la même chose. C'est strictement la même chose. Alors, sur le problème de l'Égypte, il y a le fait que on peut comprendre un peu ce qui se passe à l'extérieur. Les Européens ont beaucoup investi là-dedans. C'est comme l'histoire du film là, que mon fils ne voulait pas aller voir. Parce que le producteur il dit mais j'ai pas mis beaucoup d'argent comme ça pour avoir des acteurs qui ne vont pas me ramener de l'argent, c'est-à-dire de mettre des acteurs noirs. Voilà. Donc je mets ceux qui vont ramener de l'argent. Bon, mais il fait un mauvais calcul. Dans le monde aujourd'hui, qui est plus nombreux que qui? C'est ça. Vous avez combien de blancs, combien de noirs, combien de non-blancs? Parce que si vous voulez raisonner comme ça en blanc et noir, selon les comptes, on ne peut pas continuer dans la création, prendre ça comme critère. Voilà, bon, ouais. Donc, dans l'égyptologie, c'est comme ça. Parce qu'ils affirment, sans enquête, sans analyse, que les Nubiens étaient des Noirs. Mais vous savez ça comment? Et que les Égyptiens ne le sont pas. Nous, on pense que c'est le même peuple. Donc, ça, c'est le travail de l'école africaine d'égyptologie, qui ne va pas distinguer la Nubie ancienne de l'Égypte ancienne. C'est comme si vous faisiez une distinction entre la mère et la fille. La mère, elle est plus au sud. Et ce que vous trouvez au nord, c'est la fille. Mais vous n'allez pas dire que la fille est plus belle que la mère, parce que, bon, quand même... ça arrive. Voilà. Donc, je pense, et c'est vrai, c'est ce que vous dites est vrai, il y a peu de travaux sur la Nubie. Il y a pas, par exemple, il y a l'écriture méroïtique et la langue quelconque qui aurait besoin d'avoir on a besoin d'avoir une compréhension de cette langue. Alors, on arrive à lire, mais on ne comprend pas ce qu'on lit. Alors que ça, c'était une recommandation de Cheikh Anta Diop, déjà au colloque du Caire en 1974. Donc, vous voyez qu'il y a du temps qui est passé. Et il proposait simplement qu'on prenne des étudiants du niveau de la licence dans différentes parties de l'Afrique et qu'on puisse leur donner une formation minimale et qu'on les mette à travailler sur cette question-là. Si ça avait été fait, on serait très avancé aujourd'hui et les Africains auraient été plus impliqués. Or, à l'heure actuelle, les personnes que moi je connais ou dont j'ai entendu parler qui s'intéressent au méroïtique, je n'ai pas l'exemple d'un Africain. Il y a une personne à Dakar mais qui est à la retraite. Donc, voilà. Je veux juste compléter, si je peux me permettre, de compléter un peu la réponse du professeur. Juste pour dire que, en réalité, il y a le grand public et puis il y a la réalité de l'égyptologie. Parce que en égyptologie actuellement, personne en égyptologie ne peut écrire que les Égyptiens anciens ne sont pas noirs. Personne ne l'écrit. Personne. Il y a des ouvrages du grand public. D'ailleurs, même dans les ouvrages du grand public, ils ne l'écrivent plus. En fait, vous pouvez, même les plus récents ouvrages, par exemple celui de Thalès, etc., tous les ouvrages actuels
quand vous feuilletez, vous pouvez regarder les chapitres, ils ne traitent plus de la population égyptienne. Parce qu'ils savent que depuis le débat en 1974, ça a été tranché. Ils ne l'écrivent plus. Et d'ailleurs, le responsable de l'égyptologie française, le professeur Krimal, dans une récente conférence à Alger, qui est d'ailleurs sur YouTube, sur Internet, vous pouvez le voir, il y a quelqu'un qui parle de l'Égypte noire, etc. Et dans sa réponse, il dit que, vous savez, les Égyptiens anciens, c'est les mêmes qui sont aujourd'hui, c'est ceux qui sont au sud. D'ailleurs, c'est les mêmes qui sont au Soudan. Mais il dit, mais allez leur dire qu'ils sont noirs comme ceux du Congo, etc. Donc, en fait, c'est un peu pernicieux, c'est pertinent, c'est très... Donc, en fait, nous sommes dans une discussion qui n'est pas la discussion en Égypte. En égyptologie, ils savent que les Égyptiens ont la même peau que toi, on ne discute plus là-dessus. Voilà. Donc, les ouvrages, les spécialistes d'ailleurs, parler de la Nubie, c'est-à-dire, ou parler des pharaons noirs, la Nubie, etc., disant, non, celle qui était à la thèse te l'a dit aussi. Ça ne se dit pas en égyptologie. Donc, l'essentiel, comme a dit Youpo, c'est que nous-mêmes, on prenne connaissance directement de cette affaire. Et je vous donne une autre information, directement celle donnée par le professeur Glinga. Quasiment les égyptologues, les meilleurs égyptologues, notamment le clan, ils étaient des amis. Nicolas Glébal était son camarade, ils étaient ensemble. Et ils travaillent sur les mêmes documents. Et ils s'échangent les documents, rien n'est caché. Mais l'égyptologie n'est pas une science exacte, comme en mathématiques. C'est-à-dire, moi, en mathématiques, on doit s'entendre. C'est-à-dire qu'une chose ne peut pas être juste pour moi et elle est fausse pour Ibrahim. Non. Mais en égyptologie, chacun écrit ce qu'il veut. C'est-à-dire que si vous prenez le livre de Yoporika Sommet, notamment son livre sur la langue égyptienne, il va dire la langue égyptienne appartient à la grande famille négro-égyptienne ou négro-africaine. Il dit ça. Vous prenez l'ouvrage de Nicolas Grimal, il va dire que la langue égyptienne appartient à la famille chamito-sémitique. Chacun dit ce qu'il veut. Vous pouvez même dire qu'elle appartient à la famille chinoise. Voilà. Donc ce ne sont que des opinions. Et quelqu'un comme le professeur Leclerc, qui était chaque fois avec le professeur Leclerc, il dit on a les mêmes documents. Vous dites ce que vous voulez, moi je dis ce que je veux. Et on reste des amis. Parce qu'en fait, il y a des institutions, il y a eu un historique. Il y a un historique, c'est-à-dire que quelqu'un comme le fondateur de l'égyptologie, Champollion, lui, il a dit clairement, il a écrit, pour lui, les Égyptiens étaient les Africains comme les autres Africains. La langue égyptienne qu'il étudiait, qu'il connaissait bien, pour lui, la langue parlée qui était le copte, il a dit qu'en étudiant la grammaire, on a décidé, etc. Donc pour lui, c'était très clair. Mais dans Nation d'agriculture et dans les autres ouvrages de Cheikh Anta Diop, il dit exactement à quel moment l'Europe décide de falsifier l'histoire. Mais lui l'a rétabli, Cheikh Anta Diop l'a rétabli. C'est notamment ce que dit Aimé Césaire. Aimé Césaire dit que Cheikh Anta Diop a fait quelque chose de formidable. C'est-à-dire qu'en restituant l'histoire de l'Afrique, il a restitué au monde son histoire, au monde son histoire. Et d'ailleurs, il dit que Cheikh Anta Diop, qui s'est piqué au jeu de l'égyptologie, est devenu un égyptologue extrêmement minutieux et précis. Donc, Cheikh Anta Diop, Théophile Obegaï, Yoporika Sommet, notre collègue aux États-Unis, etc. Ils mettent en place quelque chose qui n'est pas encore, on va dire, complètement officiel. Le seul gouvernement africain que je connaisse qui a décidé, à peu près, a décidé, parce qu'il dit d'enseigner, de mettre au programme les idées de Cheikh Anta Diop.
Mais il n'y a aucune université, aucun pays africain où il y a une institution d'égyptologie. Alors que vous prenez un petit pays comme la France, une petite province, une ville en France, où on a des institutions qui sont quasiment centenaires. N'importe quel pays européen, l'Arménie, l'Italie, tous les pays, la Russie, en Égypte, chaque pays a son institution d'égyptologie. L'Afrique, ce n'est pas encore le cas. D'ailleurs, moi je compte dire à nos doyens qui parlent le même nom que le président du pays, de dire que s'il y a une petite affinité, il faudrait qu'ils lui disent que Yoporeka doit avoir une chaire d'égyptologie. Je sais que vous avez dit Yoporeka n'enseigne pas à l'université. Il enseigne actuellement à l'association Kébéra. Mais il a soutenu sa thèse de façon symbolique à l'université Cheikh Anta Diop, qui n'a pas encore le contenu actuellement. Mais on espère, parce que je sais que le président Macky Sall, voilà, je l'ai vu encore, je l'ai vu, vous le voir à YouTube lors de l'innovation de le musée des civilisations noires. Je l'ai vu, il a acheté les livres de Cheikh Anta Diop, les civilisations, et pour donner comme cadeau à ses collègues chinois, etc. Donc, moi je pense qu'il doit être sensible. Mais ce n'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Donc nous, on profite encore beaucoup du professeur Yoporeka qui est présent ici. Parce que si notre doyen Kaboré arrive à convaincre le président Kaboré, parce que si le Sénégal ne veut pas quand même, lui il est né, il est né en Côte d'Ivoire, mais il a grandi, il est du Burkina, du pays de Sankara. Et il connaît. Nous, on apprend tous les jours avec lui. Moi, j'ai fait 2 heures, j'ai marché à pied pour venir le suivre, alors que je le suis tous les jours. J'ai fait 2 heures de marche de chez moi. Il m'a dit, il n'y a pas de métro. J'ai dit, je vais venir à pied. Je le suis. 2 heures de marche. Je viens le suivre. Donc, nous, on profite. Parce qu'à n'importe quel moment, s'il est nommé, il faut qu'il parte. Comme Cheikh. Quand Cheikh a soutenu, il a dit, je crois qu'il a dit, dès demain ou dès la semaine prochaine, je rentre en Afrique pour la formation des cadres. C'est ce qu'a fait Cheikh. C'est ce qu'a fait Césaire. C'est ce qu'a fait Césaire. Césaire aussi, c'était pareil. Voilà. Donc c'était juste pour rajouter ça, excuse-moi. Mais c'est important, c'est nous qui devons faire le travail. Et les opinions des autres, il ne faut pas. Vous pouvez en tenir compte, mais c'est leur opinion. Excuse-moi. Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation et pour les autres ouvrages qu'on suit de près. Je voulais juste donner une information, je pense que mon frère doit être au courant. L'ambassadeur d'Égypte au Sénégal a déclaré que l'Égypte va enseigner maintenant le travail de Cheikh Anta Diop, eu égard à tout ce qu'il a fait sur l'Égypte, tout le travail qu'il a fait sur l'égyptologie. Donc il l'a déclaré à la télé sénégalaise. Bon, ça avance petit à petit, mais bon, ça me paraît important qu'il le dise. C'est tout. Donc merci beaucoup. On est déjà un peu en retard sur le temps. Yoporeka Soma, je vous laisse dire un dernier mot avant la dédicace. Pour ma part, je vous dis merci. Non, c'est simplement un mot de remerciement et puis d'être venu, d'avoir participé à la discussion et puis d'encouragement à poursuivre parce que, comme dit Fouguin, c'est vrai, c'est une histoire où on peut parler, chacun peut dire ce qu'il veut et on dit beaucoup de choses, aussi bien les autres que nous-mêmes dans la communauté. On dit beaucoup, on raconte beaucoup de choses, mais je pense que le plus important, c'est quand même de se mettre au travail. Le travail sérieux, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, et je pense que c'est ce qui porte. Voilà. Les œuvres de Cheikh Anta sont là, à présence africaine, ceux d'Obenga, et puis ceux d'autres égyptologues de l'école africaine d'égyptologie. Donc, je pense que ces œuvres-là ont besoin d'être diffusées parce qu'il y a une vraie montée. Ce n'était pas comme ça à toutes les périodes.
il y a actuellement une montée en puissance de ces travaux-là, de ces ouvrages, et je pense que c'est un signe positif pour le présent et pour l'avenir de l'Afrique. Alors, merci à vous. Donc, vous avez une table là-bas avec les livres. Vous pouvez vous servir. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà les ouvrages. Ce que j'ai fait, c'était d'apporter cet ouvrage qui avait été demandé par plusieurs personnes, ce livre de contes Combat à l'orpheline. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Vous êtes là? Oui. Est-ce que vous êtes là? Oui. Tiki chaka chika, aya hoyo haya. Tiki chaka chika, aya hoyo haya. Tiki chaka chika, aya hoyo haya. Tiki chaka chiki, aya hoyo haya. Tiki chaka chiki, aya hoyo haya. Aya hoyo haya, aya hoyo haya. Aya hoyo haya, aya hoyo haya. Tiki chaka chiki. Aya hoyo haya, tiki taka tiki. Aya hoyo haya, aya hoyo haya, aya hoyo haya, aya hoyo haya, aya hoyo haya. Comme disait le chef, amenez-vous de science, amenez-vous de toutes ces choses. Parce que de l'autre côté là-bas, on ne vous fait pas, on n'arrive jamais vous faire un peu de cadeaux. Parce que le pêcheur, hein, quand tu vas à la pêche, c'est pas pour faire joujou au poisson. Ah non, c'est pour le prendre et aller le... Ah oui, automatiquement, ou alors il va le fumer. Carrément. Donc, à vous, je vous laisse le temps de, hein, de voyager dans votre imaginaire pour comprendre que juste un petit peu, le pêcheur ne va pas pour faire joujou au poisson. Hein? Jamais. Il peut le pêcher et aller bien le manger. Voilà. Merci encore.